Perrin, le réalisateur du film, Oli Barbet, le producteur exécutif du film, Stéphane Durand, l'auteur et conseiller scientifique, et Monsieur Gilbert Cochet, qui est également le conseiller scientifique du film. Et je vais vous laisser avec ces messieurs qui ont beaucoup plus de choses que moi à vous dire. Pardon. Merci, bonsoir. Donc je vais me mettre sur un siège. Et 2 minutes et on va s'asseoir. Je vais essayer de résister un petit peu en étant debout. Venez, monsieur, venez. Voilà. Je monte la place. Donc Stéphane qui a écrit le commentaire, qui a écrit aussi les livres qui accompagnent le film. Il y a un beau livre, une collection des beaux livres. Chez un bel éditeur, c'est-à-dire Actes Sud. Et puis, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Pardon, bonsoir. Je vais vous donner toujours un peu lente, mais on y arrive. Je vais vous donner le deuxième micro, ou peut-être on va essayer de le faire sans micro les questions, voir si ça passe. Alors, oui, si mais on peut peut-être évoquer un petit peu ce film que vous venez de voir, donc qui nous a pris, contrairement aux autres films précédents, beaucoup moins de temps. Il nous a pris que 2 années de réalisation, moins de 2 années avec différentes équipes, donc ce qui multiplierait d'autant le temps de tournage. Et puis, voilà, ça fait suite au peuple migrateur, ça fait suite à Océan, où on s'interroge un petit peu sur nos cousins de planète, sur les animaux. Et comme on voulait revenir un petit peu sur un territoire qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'Europe, et bien comme l'Europe, quand on voit la diversité des animaux qui peuplent l'Europe, elle est assez pauvre, assez maigre, parce qu'il y a toute une histoire qu'il faudrait illustrer. Et dans le même temps, on s'est dit, puisqu'on va faire une chronique des animaux, on va faire aussi cette chronique inscrite dans le temps, donc chronique du temps. Et donc là, on retrouve une diversité, il y a, comme vous l'avez vu, il y a 8000 ans, il y a 10 000 ans, qui était fantastique, qui était diversifiée, formidable, exubérante. Donc on a commencé à la période qui était austère, c'est-à-dire le gang de glace qui couvrait une grande partie de l'Europe et sur lesquels il y avait quelques animaux qui résistaient avec d'une façon farouche, d'une façon volontaire, courageuse. Donc on s'est dit on va commencer comme ça. Et puis, comme vous l'avez vu, comme vous le savez, est venu un premier réchauffement il y a 10 000 ans, 12 000 ans. Et dans ce premier réchauffement est apparue la toundra. Et puis, quelques temps après, aux merveilles, est venue la forêt qui couvrait, exactement comme la glace auparavant, mais toute l'Europe. Et dans toute l'Europe, une fois que, la forêt est venue, il y a des animaux qui aiment bien abriter, qui aiment bien la forêt. Ils venaient du Moyen-Orient, ils venaient du bassin méditerranéen. Ils ont monté jusqu'à ce plateau, cette immense étendue dans laquelle nous vivons et qui a été envahi pendant très longtemps par les autres, c'est-à-dire les autres, nos cousins de planète, par les animaux. Donc cette chronique du temps, associée bien sûr à la chronique de tous ces animaux, dont certains nous restent encore. Bien sûr, si on va chercher aux frontières de l'Europe, il existe encore des grands animaux, type l'élan, le bison, mais en ce qui concerne la France, il n'y a pas grand-chose. Donc avec l'illusion de tracer cette grande chronique, on peut être intéressé dans toutes les étapes, les périodes de temps qui ont été traversées, et puis jusqu'à l'état actuel, où l'homme n'a pas été bienveillant vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis des animaux. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a quand même une conscience qui date, et pas très lointaine, qui date il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où malgré tout, on se dit, où les collectivités, les gouvernances, et puis les hommes, tout simplement, la société, est-ce qu'on a bien fait d'être aussi actif pour la destruction d'un continent qui avait une autre allure il y a 8000 ans, il y a 3000 ans. Donc voilà le film que l'on veut faire, qui n'est pas du tout un film qui est empreint de catastrophisme. On n'est pas là pour se complaire et dire c'est terrifiant. Il y a des films qui l'expriment, ou des œuvres, ou des articles qui expriment à quel point on est rendu malade de la nature parce qu'on est un peu malade dans notre tête et on ne s'est pas rendu compte quand même que ce que l'on abandonnait, c'était terrible pour la diversité, pour les animaux, mais aussi pour les plantes. Et dans ce que l'on a détruit, on a perdu un peu de notre âme. Donc il est temps de se reprendre et de laisser un territoire
qui a été primitivement celui des animaux, de le laisser entrouvert et de s'apercevoir que c'est pas le nôtre, c'est celui de tous les êtres vivants. Donc il était temps, et je crois, il y a des manifestations, il y a des grandes réunions politiques qui se passent, la COP21, etc., qui nous laissent penser que, ben non, c'est pas fini. Et c'est pas le catastrophisme. Et c'est pas, non, ici et là, on a des indices, non pas simplement par les instances internationales, mais ici, là, dans chaque province, dans chaque site de la France et au niveau de l'Europe, il y a des associations. Il y a même des gens qui sont intéressés par une rivière, qui sont intéressés par un petit bout de forêt. Parce que là, il y a une diversité d'animaux qui est prodigieuse. Et ils se penchent dessus pendant des mois, des années. Et c'est là où on se rend compte que, mais non, on n'est pas sur une planète, un hémisphère foutu. Non, tout peut repartir parce qu'en puissance, tout est là. Donc voilà, c'était le petit préambule, si vous permettez, que je voulais vous adresser. Maintenant, d'autres voix, et ô combien scientifiques, et ô combien beaucoup plus perspicaces, et beaucoup plus voilà, riches de renseignements que je ne suis. On continue, si vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord pour prendre des questions, Jacques? On Mais bien commence tout de suite. Alors, qui veut se lancer ce soir pour la première question, peut-être? C'est toujours la plus compliquée, évidemment. Allez, madame, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais savoir où a été tourné ce film. Eh bien, Olivier, tu peux répondre peut-être. Lui est notre producteur exécutif. Donc, tout ce qui s'est passé, si les lieux ont été mauvais, c'est de sa faute. Voilà. Donc, il va essayer de s'excuser auprès de vous. Allô? Oui. Donc en Europe. Hein. Beaucoup en Norvège pour tout ce qui est le début du film, les bœufs musqués. On est parti au-dessus du cercle polaire rechercher les bœufs musqués. On a beaucoup tourné en Pologne aussi, parce qu'en Pologne, c'est l'endroit où mes camarades scientifiques nous ont dit que c'était là où restaient les dernières forêts primaires, à la frontière de la Biélorussie. Là, on a tourné dans une forêt qui n'a jamais été exploitée depuis plus de 1000 ans, parce que c'était la forêt dédiée au roi de Pologne, au tsar, enfin ça dépendait de leur guerre dans ce coin-là, mais enfin en tout cas, la forêt n'a jamais été exploitée, jamais coupée, et donc il n'y a eu aucune espèce invasive, elle était protégée, c'est la seule forêt dite primaire scientifique dedans. On a tourné aussi en Roumanie pour les ours, parce qu'il y a une grande population d'ours sauvages là-bas. On a tourné en Suisse. On a tourné, et puis on a beaucoup tourné en France. On a retrouvé des forêts en France et des lieux, beaucoup en France, quoi. Et puis aussi on a tourné en Écosse. Et je crois que j'ai fait le tour. Et on a tourné en Hollande. En Hollande, parce qu'en Hollande, il y a beaucoup de programmes de réensauvagement. Et donc on a retrouvé les chevaux sauvages que vous voyez, les chevaux Konig Polski, dont Stéphane et Gilbert pourront vous les décrire. En fait, ce sont tout ça des programmes de réensauvagement qui ont beaucoup lieu en Hollande et dans le nord de l'Europe. Qu'est-ce que le réensauvagement Je vais laisser mon camarade Gilbert répondre. Oui, c'est un mouvement récent. Le rewilding, donc le réensauvagement, depuis, je dirais, peut-être une dizaine, vingtaine d'années. C'est vraiment très récent. L'idée, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que notre paysage européen a été très appauvri. Le sauvage a pratiquement disparu. Et donc, soit on se dit, bah, c'est terminé, c'est fini, ça ne reviendra plus, soit, au contraire, on a une approche complètement différente. Souvent, je fais la comparaison avec des monuments culturels. Si vous avez une ancienne abbaye, un ancien château qui s'effondre, on est obligé de le reconstruire pour le réparer. La nature, c'est pas du tout ça. Si vous avez des forêts qui ont disparu, elles sont encore là potentiellement parce que les essences sont là. Il faut leur laisser le temps. Elles vont repousser. Alors bon, ça prendra quelques temps, 200, 300, 800 ans, 1000 ans. On sera peut-être encore là. L'espérance de vie est en train d'augmenter régulièrement. Donc, cette année, ça descend. Ah oui, mais juste l'année 2015. On va voir remonter après. Donc, alors, le réensauvagement, c'est ça. C'est laisser certains habitats, certains milieux, et notamment la forêt, revenir d'elles-mêmes. Et puis le petit coup de pouce, c'est de remettre les espèces qui ont disparu. Parce que les espèces qui ont disparu peuvent revenir d'elles-mêmes, mais en même temps, elles ont besoin souvent de coups de pouce pour que ça aille un peu plus vite. Je vous donnerai simplement un exemple. Dans la région Rhône-Alpes, on avait des vautours, 4 espèces de vautours qui ont tous disparu. Ils ont été réintroduits. Et maintenant, ils se reproduisent, ça se passe très très bien. Quand on a fait notre tour de France, des avant-premières,
on a essayé de lancer des idées un peu audacieuses comme ça de réensauvagement, de retour en France. On était à Chamonix, en voyant ces forêts dans les Alpes magnifiques et tout. Et on leur a dit, bah, écoutez, on vient de Roumanie, des Carpates, 6000 ours, même densité humaine que nous. Et on se retrouve ici, 0 ours dans les Alpes. Donc on a vu avec le maire de Chamonix, il a été obligé de dire oui, parce qu'il y avait tout le public qui était là. Et donc on va réintroduire l'ours dans les Alpes françaises. Après on était à Orléans, forêt d'Orléans, 50 000 hectares. Et puis alors on dit, ah ouais, finalement le bison il ferait bien dans la forêt d'Orléans. Et donc il y avait la responsable de l'ONF là, et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle était d'accord. Donc voilà, alors c'est ça, le réensauvagement, c'est quelque part une nouvelle approche. C'est-à-dire vraiment être complètement d'accord sur un point, la nature elle-même se porte très très bien. En fait, il suffit de se retirer un peu, et ça ne veut pas dire que l'homme n'a plus sa place, mais c'est l'homme contemplatif. Celui qui passe et ne laisse pas de traces, il a toute sa place. Voyez ? Si par contre le bonhomme il arrive et dit moi je viens juste avec ma tronçonneuse, mon fusil et mon troupeau de moutons derrière, là c'est plus tout à fait pareil quoi. Si vous voulez, il va y avoir un impact. Mais on a besoin de ce retour, on a besoin de ce réensauvagement. Gilbert, si à chaque date de Tournée Provence vous arrivez à réintroduire une espèce, j'appelle Jérôme Sédou, on double la Tournée Provence. Mais c'était fait pour ça, oui en effet. Et parce que nous sommes très audacieux. Et ce qui manque dans notre monde, et notamment dans le monde politique, c'est l'audace. Et avec, vous voyez, le bison, c'est tout simple. Quand on dit le bison, ah non, c'est pas possible, cette grosse bête, vous avez vu ces animaux absolument extraordinaires. Le bison a été réintroduit en Allemagne, dans un secteur où il y a 600 habitants au kilomètre carré. Il y a une vingtaine de bisons qui ont été réintroduits, entièrement sauvages, ça se passe très très bien. Donc nous, la place dans la nature, elle y est très largement. Par contre, il faut faire une place dans la tête des hommes. Et là, c'est là que notre rôle est important, et le vôtre aussi. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ou pas? Ça va? Oui, je crois qu'on vous perçoit, oui. Merci beaucoup déjà pour ce film. J'aurais deux questions un peu techniques. La première, c'est qu'on voit assez fréquemment, enfin en tout cas surtout au début. Ah, c'est mieux. Bonsoir. Donc on voit au début du film surtout, et même tout le long du film, des séquences avec des petits animaux, des insectes. Et je me demandais si c'était des prises de son réelles ou si c'était des bruitages qui avaient été rajoutés. Parce que autant certains sons ont l'air tout à fait authentiques, autant pour des insectes, je me posais cette question-là. Et j'avais aussi une deuxième question, globalement aussi technique. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre certaines prises de vue qui sont assez exceptionnelles? Je pense d'une part à des combats d'animaux qui sont clairement authentiques, ou en tout cas qui paraissent authentiques, ou par exemple le vol de scarabée, des choses comme ça, que personnellement j'avais jamais vu. Je réponds à tout. Alors dans l'ordre, les prises de son, c'est du naturel, hein, c'est des prises de son direct. Alors pas sur, c'est pas le micro de la caméra, hein, c'est une équipe d'ingénieurs du son qui se déplace dans la même forêt mais qui est décalée de... Soit c'est en même temps mais c'est décalé de quelques kilomètres, soit ils arrivent avant ou après le tournage image, mais c'est vraiment in situ. C'est sous la houlette de Philippe Barbeau qui est vraiment le maître ingénieur du son pour tous les films de nature un peu exigeants. Il a le matériel dernier cri et il passe des semaines, des mois immergés dans la nature pour capter les sons les plus ténus. La deuxième question, c'était... Sur les prises de vue incroyables. Ouais. Alors les combats, oui. Les combats, c'est comme vous disiez, authentique. Le combat des ours, le combat des cerfs, le combat des chevaux, tout ça c'est l'authentique pur jus. Donc il faut juste être patient et être là au bon moment, quoi. Le combat des ours, on y était avec Gilbert et avec Jacques aussi, on s'y attendait pas vraiment, quoi. Ça s'est fait sous nos yeux, on était là tous les trois avec l'opérateur Philippe Garguil, et voilà, c'est quand même assez extraordinaire à vivre, parce que quand ils gueulent les ours, c'est très très impressionnant. Le brame des cerfs, c'est Laurent Charbonnier dans les forêts de Sologne. Le combat des chevaux, c'est Jérôme Bouvier dans les Dombes. Non, voilà, donc tout ça, le combat des chamois et des bouquetins dans les Alpes, c'est encore Laurent Charbonnier. Donc voilà, tout ça, c'est des prises de vue sauvages. Il y a ce plan. Oui. On peut s'approcher des animaux qui sont comme ça en colère, comme l'ours,
Et donc c'était impressionnant. Et on a une photo qui résume très très bien ce qui est arrivé. Parce qu'il y a une photo, on voit une caméra toute seule, et devant la caméra, il y a un ours. On ne voit pas l'opérateur. C'est peut-être parce que l'ours il s'est approché un peu de la caméra, et d'une façon qui nous semblait un peu hostile, donc tout le monde a déguerpi. Donc c'est pour dire que l'on est véritablement dans la nature sauvage. Mais la nature sauvage, je veux dire, ça ne veut pas dire une nature méchante. Et que de temps en temps, il faut une certaine approche. De temps en temps, oui, il faut se méfier. C'est bien. Tous les animaux sauvages, libres, donc, ne sont pas devenus dociles. Ils restent sauvages. Et de temps en temps, bah voilà, je crois, auprès de l'homme, il faudrait se méfier beaucoup plus, parce que ce que peut faire l'homme par rapport à son environnement, à la nature, c'est quand même beaucoup plus offensif que ne sont les animaux. Mais de temps en temps, il faut faire attention. Donc ça a été vrai pour les ours, ça peut être vrai, ça pourrait être vrai avec des loups, mais je dois dire qu'il y a deux types de tournage. Le tournage avec des animaux sauvages, donc vraiment sauvages, là c'est le talent et l'expérience de l'opérateur qui s'approche pendant des heures et des journées, et même sinon plus, de l'endroit du site où l'animal sauvage est censé passer. Donc il attend, à l'affût, couvert de feuillage et sans nul bruit, et puis il peut filmer. Puis il y a les autres animaux, comme les loups, hein, les loups emblématiques, l'allégorie de la nature sauvage, c'est vraiment le loup qui l'exprime. Et là, c'est des animaux qui sont imprégnés. Donc imprégnés, c'est-à-dire qu'ils vivent en connaissant les personnes humaines qui les accompagnent. Vous savez, c'est l'expérience de Konrad Lorenz qui a suivi et qui a été au milieu des oies. Et donc les oies se posaient sur sa tête. Il y a des photos célèbres de la grande aventure, de l'expérience comme ça scientifique. Et donc on a utilisé cette expérience, ce procédé. Et donc on prend tous les animaux tout petits, hein, quelques jours, sinon quelques heures, mais on ne les prend pas dans la nature sauvage. On n'a pas le droit, moralement, et vis-à-vis des conventions qui peuvent régir l'approche avec les animaux. Non, ils sont dans des petits sanctuaires, dans des petits conservatoires, disons, où on préserve et on accompagne ce qu'était l'expression des animaux sauvages. Donc on prend des petits loups, on prend des petits renards, mais qui n'étaient pas sauvages au début. Ils étaient encore une fois dans des petits domaines dans lesquels l'homme était là. Et donc on les prend et on devient des parents de substitution. Et donc les animaux se sentent libres. Ils ne sont pas du tout dressés. On ne leur apprend pas à faire quelque chose. C'est pas comme des chiens qui se dressent comme ça, oh qu'il est joli le toutou. Ce ne sont pas des toutous, du tout. Ce sont des animaux libres et qui aiment bien notre présence parce qu'elle leur semble protectrice. Et donc, on navigue avec eux, on évolue avec eux, et on peut même courir à toute vitesse. Et là, c'est pas simplement des animaux imprégnés, mais de trouver la technique d'élaborer des machines, des plateformes qui peuvent aller aussi bien que les instruments, que les espèces. Et je te laisse continuer sur qu'est-ce que c'est la technique que l'on met au point pour suivre les animaux. Oui, on parlait des tournages sauvages tout à l'heure. On aurait bien aimé filmer les loups ou les lynx en sauvage, mais malheureusement, en Europe et en France particulièrement, ils sont tellement peu nombreux et tellement furtifs, ils ont tellement peur de l'homme que, avec toute la patience du monde, des Laurent Charbonnier ou des Philippe Garguil n'auraient rien pu filmer. Donc pour filmer ou des scènes même qui n'existent plus aujourd'hui, comme la course des loups avec les chevaux, une scène qui existait dans le passé, hein, il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, mais qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus vraiment de chevaux sauvages et il y a trop peu de loups. Voilà, donc on est passé par, entre guillemets, l'artifice de l'imprégnation dont parlait Jacques, qui nous permet de retrouver une proximité avec l'animal, proximité qu'on a expérimentée dans les films précédents, en Afrique, en Amérique du Sud, au Galapagos, en Antarctique, pour faire le peuple migrateur ou océan. C'était avec des animaux sauvages, mais il y a des endroits où les animaux n'ont pas peur, contrairement à l'Europe. Donc voilà, en Europe, pour retrouver cette proximité, il a fallu pour certaines espèces les imprégner. Et donc une fois qu'on a imprégné ces animaux, comme les loups, on a mis au point des machines pour pouvoir les accompagner. Parce que le principe des films de Jacques, c'est vraiment ne pas regarder, ne pas être là sur le bord du chemin et regarder passer les animaux, c'est de les accompagner, d'être au plus près de leurs mouvements pour sentir leur vitalité, toute la force de l'expression de leur vie.
et d'avoir la caméra toujours auprès de leur regard, de les envisager comme de vrais personnages, quelle que soit leur vitesse, s'ils volent, s'ils nagent, s'ils courent. Et là, en l'occurrence, les loups courent à toute vitesse dans la forêt avec les chevaux. Et donc, on a mis au point un scooter électrique, donc qui fait pas de bruit, qui est électrique, donc qui a des accélérations vraiment phénoménales, qui peut partir aussi vite que les loups à toute vitesse, et qui est suffisamment étroit et agile pour pouvoir slalomer vraiment entre les arbres, parce qu'évidemment on ne suit pas une route forestière, on est vraiment entre les arbres. Et donc il a 4 roues, donc c'est un scooter prototype mis au point par Alexandre Bugel, et voilà, et donc il transporte devant ou derrière un caméraman qui est équipé d'un Steadicam. Et voilà, ce caméraman a su se faire accepter par les loups, parce que d'autres caméramans n'ont pas réussi ça. Il y a un courant qui est passé entre lui et les loups les loups ont accepté de courir à côté du scooter, ce qui a permis au caméraman de filmer à hauteur des yeux du loup, ces loups en pleine course, derrière le sanglier, derrière les chevaux. Stéphane, aucun animal n'a été maltraité pour le film. On pense par contre qu'il y a des opérateurs qui se sont pris quelques branches. Non, on n'a pas eu de blessés à déplorer, heureusement. Et pour le scarabée, comment vous avez fait? Parce que ce plan est fou. Oui, pour le scarabée, il faut dire qu'en ce qui concerne les insectes, en les ayant observés, on sait quelle est la direction, le chemin, même s'il est aérien, la façon dont il se déplace. Donc on a prévu, vous savez que le scarabée qui vole, il vole pendant 3 jours, ou 4 jours, ou une journée par an. Donc c'est au moment de la frénésie donc érotique, sexuelle, et qui fait qu'il cherche la compagne, il cherche la compagne, c'est le mâle qui cherche. Et donc il vole. Et il vole dans des allées toujours à même hauteur, mais avec une force, je vous assure, vous baissez la tête. Quand vous le voyez arriver, on baisse la tête et il passe. Mais il passe parce qu'il a un rendez-vous, il espère avoir un rendez-vous, il va retrouver la compagne supposée. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu comme dans ce film, comme dans tous les films qu'on a pu faire, c'est un peu de connaître quels sont les déplacements, quels sont les rythmes que peuvent avoir les animaux, et en les connaissant, on est à la croisée des chemins, et puis on les poursuit. Mais je dois dire, comme ça, j'y réfléchissais maintenant, on a fait des films qui sont bons, qui sont pas très bons. Enfin, peu importe, chacun a son point de vue. Et d'autant plus qu'on n'explique pas les choses, on n'a pas de pédagogie. On est au milieu de la nature. S'il y a un renseignement, c'est la nature qui le livre et non pas le commentaire, même bien que ce soit Stéphane qui l'ait écrit. Mais en tout cas, c'est pas lourd de pédagogie et de renseignement. Mais on est compte quand même, depuis qu'on a fait, que vous appréciez ou pas, mais on a fait le peuple migrateur. La première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vole avec des oiseaux. On est épaule contre plume, où on vole à 2000 mètres par-dessus les nuages et autour de la Terre. Vous vous rendez compte le bonheur que l'on a? Encore une fois, peu importe les jugements de valeur qu'on peut avoir, quand on a tourné sous la surface avec les océans, on était à 40 km/h avec des thons, avec des dauphins. Vous vous rendez compte la sensation que l'on pouvait? Je parle tout simplement, nous comme premiers spectateurs dans le mouvement des choses, de la nature, c'est fantastique. Et là, quand on voit un rideau d'arbres infranchissable, sauf qu'il y a des animaux qui, comment ils font, les chevaux, les Koninkpolski, voilà, c'est leur appellation, les Koninkpolski qui pénètrent à toute vitesse, et on regarde ça, on se dit, mais c'est formidable. Mais pour bien les connaître, pour connaître un animal, il faut le connaître dans son énergie, dans son mouvement. Donc commence la problématique, et bien sûr, puisque c'est impossible, eh bien, on va y arriver, et on y arrive. Et c'est pas une illusion, c'est un bonheur de savoir que, voilà, on a cette chance, malgré notre technique, notre connaissance des animaux, les avis, on est les premiers dans le mouvement des animaux et de la nature à épouser ce mouvement. Je vous assure, il y a quelque chose qui est enivrant, et de temps en temps, je me souviens d'un garçon qui s'appelait Thierry Machado, la première fois qu'il a volé au-dessus de tous les obstacles aériens, tout ce qu'il peut rencontrer, c'est-à-dire même la chasse, mais surtout la nature, les arbres, tout. Et c'était la première fois qu'il montait sur un ULM, et la première fois qu'il avait une caméra avec un pilote, on ne peut plus brillant. Il est revenu, et donc ils sont tout seuls, le pilote et puis le caméraman, et on lui a demandé alors comment c'était là-haut. On était en attente de ce qu'il pouvait nous dire. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu parler pendant très longtemps, pendant presque 1 heure, parce que l'émotion était tellement intense, parce que de voler à côté de nos cousins de planète, je vous assure que c'est une sensation que l'on n'imagine pas.
Donc, outre les réalisateurs qu'on peut être, mais on est les premiers spectateurs. Vous vous rendez compte que ça fait depuis l'histoire de l'humanité, on rêve de voler avec les oiseaux. Depuis l'histoire de l'humanité, on se penche par-dessus le bateau, sur la rambarde, pour voir les poissons qui foncent à toute vitesse à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. On est les premiers à les voir. C'est pas spectaculaire, on s'en fout, c'est pas... Mais on assiste à des spectacles du monde en place favori. Je vous assure qu'on a des bonheurs qui ne sont pas du labeur. On n'est pas simplement, on n'est pas des professionnels, mais on est ceux qui avons la chance, qui être à côté des mouvements de liberté des animaux. Et je vous assure, ça vaut la peine d'en faire de temps en temps de ces films-là et d'avoir ce passeport qui nous permet d'être à côté d'eux. Bonsoir. Alors j'ai 4 questions, mais je vous rassure, ça sera très rapide. Je vais faire court. La première, justement, vous en parliez des scènes avec les loups. Moi, j'avais une question, puisque dans le film, on voit plusieurs scènes. Par exemple, les loups, voilà, là, on voit la bataille entre les loups et les chevaux, donc avec notamment un cheval qui met une ruade en direction des loups. On voit aussi à un autre moment une chouette qui fond sur un hérisson. Comme vous dites qu'il n'y a pas eu d'animaux blessés pendant le tournage, est-ce qu'il y a eu des artifices utilisés ou est-ce qu'il y a quand même eu des vrais combats et donc des animaux blessés ou tués, mais c'était entre eux en fait? Alors dans les vrais combats sauvages, dont les combats entre chevaux, c'est toujours ritualisé. Hein. Ça va jamais jusqu'à la mort, ça va pas non plus jusqu'à des blessures. Très vite, celui qui se sent le moins fort a compris et il abandonne le terrain. Pour la prédation du hibou sur le hérisson, comme on avait des hérissons imprégnés parce qu'on souhaitait faire des mouvements de caméra avec les hérissons à hauteur de Dieu des hérissons, c'est-à-dire à 1 centimètre du sol, il a fallu qu'on imprègne des hérissons. Parce que filmer des hérissons sauvages, c'est possible, mais on est toujours trop haut, quoi. Donc il fallait qu'on soit accepté par le hérisson en ayant la caméra vraiment au ras du sol. Donc on avait un hérisson imprégné, et ce hérisson, on n'allait pas le donner à manger au grand-duc, au hibou grand-duc. Donc là, il y a un artifice de cinéma, hein, comme à la guerre, dans les films de guerre, les soldats ne sont pas vraiment morts. Donc là, c'est le cas aussi des loups dans la scène de chasse où ils courent à toute vitesse et on entend les fusils, les tirs de fusil, et on voit les loups qui culbutent. Et tout ça, c'est du cinéma. Il y a des loups qui ont appris, ces nos loups imprégnés, ont appris à faire des cascades. La cascade de faire semblant de tomber, de se relever, de continuer à courir. Et l'art du montage fait qu'on coupe l'image, le plan, juste au moment où il tombe, évidemment. L'image Comme d'après, la scène avec le sanglier où effectivement on voit pas la mise à mort parce que je suppose qu'il n'y en a pas eu. Voilà, la scène du sanglier, c'est on a fait une course avec le sanglier, puis on a fait des courses avec le loup, et le montage aussi donne l'impression. Voilà, à la boucherie du coin. Parce que notre sanglier qui court, c'est notre sanglier à nous imprégné, donc on n'avait pas le. Voilà. On attendait la fin du film pour le manger. C'est pas écrit pour rien à la fin sur l'écran en fait. Voilà. D'accord, non, mais je me permettais Par contre, ce que vous avez relevé dans la course des loups et des chevaux, on pensait faire comme avec le sanglier, c'est-à-dire des doubles passes, hein, classiques du cinéma. On fait courir les chevaux puis les loups après. Et finalement, ils ont accepté de courir ensemble dans les mêmes plans. Et effectivement, à un moment donné, ils étaient un peu près des chevaux, et le cheval lui a signifié qu'il était un peu trop près, quoi. Mais, voilà, il n'y a pas eu plus de débordement que ça. Non, pas du tout. D'accord, alors ma deuxième question, surtout que dans une course de chevaux et de loups, on était sur le tournage ensemble, dans une course de chevaux et de loups, vu que nos loups, ils sont imprégnés, donc ils sont nourris, donc ils n'ont pas de raison de se mettre en danger, ils avaient plus peur des chevaux, en fait, parce que un Konik Polski, c'est un cheval sauvage, c'est vraiment très impressionnant, c'est jamais monté, c'est vraiment très impressionnant. Et les loups, ils se fondaient avec les chevaux parce qu'ils étaient dans le même jeu, on va dire, si on peut appeler ça un jeu. Mais en fait, quand le loup s'approchait, il s'est pris un coup et il n'a pas recommencé, quoi. Donc en fait, le danger, et même dans la vie sauvage, la vraie vie sauvage réelle, le danger, c'est pas le loup qui est méchant qui va attaquer le cheval. Parce que plein de fois, Gilbert nous l'a appris, c'est que le cheval peut facilement tuer un loup, quoi. Et puis aussi, voilà, un petit renseignement sur les loups, la meute de 8 loups. Nous recommandions aux techniciens, comme c'est un animal féroce qui est dangereux depuis toute l'histoire comme ça de la nature, on disait aux techniciens, surtout ne faites pas peur aux loups. Donc c'est vous montrer à quel point il peut être dangereux. Ma deuxième question concerne la scène de chasse à courre. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Est-ce que vous avez filmé une vraie chasse? Est-ce que c'est une mise en scène? Gilbert,
On a filmé une vraie chasse. On a filmé. Vous parlez de la reconstitution avec les cavaliers. Ça court avec les cavaliers. Non, on a travaillé avec un équipage, l'équipage Poisson, l'équipage qui sont quelque part en Sologne. On a travaillé avec eux, ils connaissaient le scénario, ils savaient exactement de quoi on parlait. C'est un peu le paradoxe, hein, depuis avec Jacques en France et même à l'étranger. Souvent, en fait, il s'avère, et forcément, vu qu'on va dans on a souvent travaillé avec des gens soit qui font de la chasse à course, soit qui sont chasseurs. Et je ne dis pas qu'on se retrouve des points communs, mais en fait, de la manière dont Galatée fait des films, ça ne les dérange pas du tout d'être dedans, parce que leur message ne leur dérange pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment un vrai équipage. Évidemment qu'on a mis dans l'époque, parce qu'ils ne chassent plus à court avec ce genre de costume, quoi. D'accord, mais le cerf a été mis à mort à la fin ou... Non, mais ah, non. on parle de la semaine dernière. Nous étions... Non. Non, c'était un vrai équipage, mais c'était pas une vraie chasse. Il n'est pas mis à mort dans le film. Non, c'est pour ça que je vous demandais si après que c'est avec les caméras qui... Comment s'appelle le cerf? Comment il s'appelle déjà? En fait, c'est la même question. Comment s'appelle le cerf? Nonoï. Ils s'appellent Nonoï. Et donc on a fait un reportage pour, je sais pas, une télévision la semaine dernière, et on a revu Nonoï. Il se porte très bien. Et même non seulement ça, il se porte très bien comme il est imprégné. Mais il n'était pas comme ça. Il est devenu encore plus accepter encore plus la présence des autres, de notre présence. Et donc Nonoï, je lui ai parlé comme je n'avais pas évoqué des choses avec lui il y a 1 an et demi. Nonoï est venu, et pendant qu'il y avait ce reportage sur la télévision, j'avais les bois qui passaient devant, et donc il y avait malgré tout le responsable de Chantilly, oui, qui me disait de faire attention, parce que même si on est complice, un coup de bois dans la tête, c'est pas agréable. Non, tout va très bien. Non, ça a été un bonheur le tournage, et la fin du tournage avec les animaux, ça a été le bonheur de l'accomplissement. D'accord, mais les chasseurs, ça ne les dérangeait pas, parce que le film a quand même un message anti-chasse, d'une certaine façon. Oui. Ben, ça nous est arrivé déjà sur le peuple migrateur, lorsque nous étions en Normandie, et donc il y a eu le Conseil général, mais ce serait bien quand même qu'il n'y ait pas une opposition des écolos par rapport aux chasseurs et des chasseurs, et on a fait une grande réunion pour parler du film. Donc, comme à l'Assemblée, il y avait le côté gauche et le côté droit. Donc c'était bien divisé, et c'était pas en fonction de leur appartenance, mais un petit peu de leur famille, de façon de faire. Ça s'est formidablement passé. Tous nous ont dit, mais votre film, on l'accompagne, chasseurs, on l'accompagnait. Alors que certains chasseurs, quand on tournait le peuple migrateur, il y a des irréductibles, hein, il y a des dangereux. Donc quand on volait au-dessus des étangs de Brière, quand nous étions en Normandie, pour l'imprégnation, pour l'entraînement des oiseaux, des chasseurs nous ont tiré dessus. On était à 100 mètres. Bon, bah, je ne vais pas dire que ce n'est pas une généralité, mais il y a chasseurs et chasseurs. Et là, c'était un mauvais chasseur. C'était les myopes, c'est ceux qui vous ont pris pour des très gros canards. Voilà, c'est ça. Et j'ai juste, mes deux dernières questions sont très rapides, sont juste pour Monsieur Perrin. Donc l'avant-dernière, c'est, je sais que vous êtes un proche du capitaine Watson de Sea Shepherd. Vous avez aussi apparemment donc collaboré avec Alain Bougrain-Dubourg pour le film. Je voulais juste savoir si vous aviez travaillé avec d'autres associations de protection de la nature pour ce film. Mon cher Gilbert. Oui, effectivement, vous avez raison. Alors, c'est intéressant parce que vous évoquez Paul... La dernière, Monsieur Perrin, êtes-vous végétarien? Pardon. Pas ce soir, mais les autres Non, ça dépend avec qui je dîne. D'accord. Donc ça ne vous gêne pas de manger les animaux? Dit de cette façon-là, c'est terrible. Mais je comprends et je respecte le végétarien. Il y a vraiment pour la plupart un équilibre. C'est pas simplement quelque chose de forcené et qui en même temps se veut un exemple par rapport aux autres. Non, écoutez, nous sommes amis de Paul Watson, protecteur, Paul Watson, protecteur de la nature et des animaux marins quand même. Une fois nous nous sommes rencontrés au Canada. Et puis par hasard, le distributeur ou l'associé qu'on avait nous a emmenés dans un restaurant de viande. Et donc j'ai vu la carte, je me suis dit c'est pas pour Paul, ça quand même. Bon, on a chacun commandé, comme vous le savez, les gros steaks au Canada, ils sont très bons. Et donc Paul y compris a demandé son steak. Mais je veux dire, c'était aucune bravade. Et ça ne veut pas dire que Paul ne soit pas respectueux de ses engagements. Et donc habituellement il ne le fait pas. Mais quand même, est-ce qu'on va définir une éthique et une valeur de la personne en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas,
il aime la nature et la respecte, donc il ne mange pas de viande. Je ne crois pas, c'est à chacun. Et je pense que le végétarien s'élargit de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas qu'on commence à jeter l'opprobre sur ceux qui ne respectent pas ça. Parce que voilà, c'est très bien, sans doute. Et puis peut-être que l'exemple comme ça, qui ne s'affiche pas, va donner à d'autres le chemin qui est à suivre. Et voilà. Mais je ne suis pas végétarien et je ne mange pas de la viande à outrance non plus. Par contre, vous avez posé une question sur d'autres associations. Gilbert va vous répondre. Oui, effectivement. Alors, d'abord, pour revenir simplement très rapidement sur Paul Watson, il était samedi dernier à Lyon pour une manifestation pro-loup. Donc voilà. Et nous avions donné une petite conférence de presse auparavant. Et nous avons travaillé avec une association qui s'appelle l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages. Et donc Jacques Perrin était venu inaugurer la première réserve de vie sauvage il y a 1 an dans le sud du Vercors. Et donc à l'occasion de nos avant-premières, on a inauguré une deuxième réserve de vie sauvage, la réserve des 2 lacs. Et voilà, donc on a travaillé avec ces associations. Mais après, c'est vrai qu'avec le monde de la chasse, alors moi j'ai une petite anecdote que je trouve fort sympathique. Lorsqu'on a fait l'avant-première à Valence, j'ai 2 amis chasseurs qui m'ont dit après un film comme ça, on dépose le fusil. Donc voilà, je trouve que c'est... Après, la chasse, on n'est pas contre la chasse, mais si elle peut être moindre, après tout, pourquoi pas. C'est un petit peu cette idée de nouvelle alliance, mais on y va doucement. Et comme dit Jacques, on va donner des exemples, et puis après, ce sera suivi, ça ne se sera pas. Voilà, chacun a son rythme. Je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'on s'inscrit, mais pas dans une opposition frontale, absolument pas. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chasseurs qui se lamentent de la perte de biodiversité, tout comme les naturalistes. Donc voilà, on est un petit peu dans ce même monde. J'avais une autre question de madame. Bonjour, donc c'est pas une question, c'est un commentaire pour vous dire que tout le début du film, j'ai souri énormément. Vous parliez du bonheur que vous avez eu en filmant ce film, vous l'avez très bien transmis. C'est très enthousiasmant, c'est très beau, c'est très touchant. J'ai vu les animaux comme je les avais jamais vus. Pourtant, je regarde des documentaires d'animaux et juste, j'espère que j'aurai l'honneur de regarder ça en réalité un jour et que mes enfants et les enfants de mes enfants pourront le voir aussi. Merci. Merci. Oui, c'est tout à fait ce que nous voulons montrer. Si vous voulez, la proximité que nous avons montrée dans ce film, c'est en fait une proximité originelle. Je dis souvent que quand on visite la reconstitution de la grotte Chauvet, par exemple, ou la grotte de Lascaux, vous avez des scènes qui sont représentées, qui démontrent que l'homme préhistorique a observé de très très près. Or, il n'avait pas de jumelles, il n'avait pas de téléobjectif. Donc il y avait une proximité, si vous voulez, entre le monde sauvage et l'homme qui était très importante. Cette proximité, il faut bien le reconnaître, des siècles, des millénaires de chasse, de piégeage, de traque l'ont fait disparaître. Parce que les individus familiers, ce sont ceux qui se font tuer en priorité. Les animaux farouches vont rester très loin. Mais le monde est en train de changer. Je donne souvent cet exemple, et qui est vrai. En France, un animal carnivore qui se nourrit de poissons, la loutre, avait pratiquement disparu. Donc on ne la voyait plus, bien entendu, puisqu'elle n'était plus là. Ensuite, elle est revenue, mais de façon très furtive, nocturne. C'est-à-dire qu'elle était présente, mais on ne la voyait toujours pas. Et actuellement, depuis quelques années, quelques mois, j'ai presque envie de dire, on commence à avoir de plus en plus de photos qui sont faites de loutres visibles de jour. Et comme cet animal est protégé, même les individus familiers, non farouches, on peut les voir. Et donc, demain, on devrait pouvoir se balader dans la forêt, comme on se balade dans les parcs nationaux aux États-Unis, à Yellowstone, vous vous baladez, vous avez les wapitis qui sont à 2 mètres de vous, ils ne font pas attention à vous. Vous avez des muldirs, c'est-à-dire des sortes de chevreuils avec leurs petits, qui sont à quelques mètres. Et donc cette proximité entre le monde sauvage et l'humain, elle est très très importante. C'est une sorte d'altérité qui, quelque part, nous apporte, le contact avec le sauvage nous apporte beaucoup plus d'humanité. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est certainement vrai, parce que nous avons évolué, notre psychisme a évolué au milieu du monde sauvage. Donc de cette coupée du monde sauvage, c'est peut-être une des explications de certains de nos comportements. Bonsoir. Moi, une question plutôt technique. J'ai vu que vous avez employé des zooms ingénieux. Ingénieux fait toujours des zooms, ou alors c'est des zooms qui datent des années 60, 70 ? Non, ce sont ingénieux fait toujours des zooms, il fait d'ailleurs
fait, un peu les meilleurs zooms qu'on peut trouver sur le marché même international, c'est fait à Saint-Étienne avec le groupe Thales. C'est des zooms dernière génération. C'est pas pour le plaisir d'avoir des zooms dernière génération, mais c'est vraiment la dernière génération de zoom pour avoir un point assez loin. Mais on a utilisé beaucoup de focales courtes en fait pour avoir cette présence. Mais ingénieux, ça existe encore, ça en fait encore, et ça sort encore des nouveaux modèles. Bonsoir. Vous parlez beaucoup de vie sauvage et je voulais savoir quel est votre avis. Et donc je voulais savoir quel est votre avis sur les zoos et les parcs zoologiques en général. Non, ouais, on est tous mal à l'aise un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense des zoos? Gilbert, peut-être Stéphane. Alors Stéphane commence. Bon, alors avec Gilbert, on est scientifique de formation, donc on a quand même grandi dans le milieu des muséums et des galeries zoologiques avec beaucoup de squelettes d'animaux empaillés. Et c'est vrai que le contact sur le terrain avec les animaux vivants est vraiment irremplaçable. Et c'est ce que font les scientifiques qui étudient le comportement. Ils essayent au maximum d'aller sur le terrain. Et ça me permet de rebondir sur la collaboration entre nous, équipe de cinéastes, et le monde scientifique. C'est-à-dire que ces films ne peuvent pas se faire sans la collaboration étroite avec les scientifiques. Dans un premier temps, parce qu'ils nous nourrissent, on se nourrit de leur connaissance, de leur enthousiasme et de leur passion, bien sûr, qu'on partage avec eux, mais de leur connaissance. Pour aller filmer tel oiseau, telle baleine ou tel animal dans les forêts, il faut connaître son comportement, savoir où il vit, à quelle époque il exprime ce comportement. Donc il y a au préalable une énorme documentation. Et elle ne peut pas se faire sans l'accord, sans l'aval des scientifiques. Les scientifiques nous accompagnent très souvent sur le terrain. Et ça leur permet, en nous accompagnant, de vivre des expériences et d'approcher les animaux sauvages, s'exprimant en pleine liberté, souvent mieux que ce qu'ils font pendant leurs études scientifiques. Je donne deux exemples sur le peuple migrateur. Les ornithologues, pendant des siècles, ont regardé les oiseaux voler depuis le sol, donc les oiseaux passent dans le ciel. Au mieux, ils avaient une paire de jumelles. Et là, avec le peuple migrateur, on leur a permis de partir avec les oiseaux et de les étudier in situ, en plein vol, à 2000 mètres d'altitude, entourés d'oiseaux. Ils ont pu faire leurs expériences. Je pense à Jean Dors, le président du muséum, qui a passé toute sa vie une célébrité, enfin une sommité mondiale sur les oiseaux. Il a toujours étudié les oiseaux au sol ou dans les musées, justement. Lui, il tirait les oiseaux et il les empaillait, et il les étudiait comme ça. Et à 70 ans ou 75 ans, fin des années 99 ou 2000, on lui a permis de voler avec les oiseaux. Et il a complètement révolutionné tout son savoir sur les oiseaux. C'est-à-dire que pendant 70 ans, il pensait que les oiseaux étaient comme ça, et en un vol d'1 heure en Normandie avec nos oiseaux, et il a redécouvert le monde des oiseaux. Un scientifique spécialiste des albatros comme Henri Walimerskirch, il a posé des capteurs sur nos pélicans et nos cygnes, et il a trouvé des informations, il a publié des articles dans les meilleures revues, comme Nature, meilleures revues scientifiques, sur la physiologie du vol des oiseaux, quand les oiseaux volent en formation. Donc ils ont pu faire des études scientifiques. Et sur Océan, la semaine dernière, je ne te l'ai pas dit, Jacques, mais j'ai reçu une publication scientifique sur des gens qui ont étudié avec nos rushs du Sardine Run en Afrique du Sud. Le Sardine Run, c'est cette grande migration de sardines qui attire énormément de prédateurs. Alors, les sardines se comptent par milliards, enfin elles sont même innombrables, et elles attirent des requins, des dauphins, des manchots, des baleines, des otaries et des fous du Cap. C'est un oiseau blanc qui vole et puis qui plonge du haut des airs comme ça, qui traverse la surface et qui chope les sardines. Et donc c'est la première fois grâce à nos images, qu'ils pouvaient voir le comportement de ces oiseaux qu'ils étudiaient toujours depuis le pont du bateau ou depuis la côte. Et ils les ont étudiés sous l'eau. Le comportement de ces oiseaux qu'ils étudiaient depuis des années, ils ont pu voir comment ils faisaient sous l'eau, comment ils capturaient les sardines. Et ils en ont écrit un article scientifique qui est sorti la semaine dernière,
que j'ai reçu la semaine dernière. Donc la collaboration est permanente, elle est depuis le début de chaque projet jusqu'à la sortie du film, puisque les gens, ces scientifiques sont ravis de nous accompagner. Donc le terrain, ce qu'on disait sur Océan, c'est que les scientifiques, il n'y a pas mieux pour eux que d'étudier les animaux vivants sur le terrain. Le muséum, un animal même vivant mais confiné, ça apporte des informations, mais jamais autant que l'animal dans l'expression libre de sa vie. Et donc pouvoir avec nous les approcher d'aussi près, ça a fait faire un bond dans le travail scientifique. Et c'est vrai que j'imagine qu'il y a des enfants et qu'il y a leurs accompagnateurs, ils leur disent viens, on va aller voir au zoo, on va découvrir des animaux. Je pense que dans la compréhension commune, c'est difficile maintenant, le zoo. Je trouve que comme ça, psychologiquement, on a ouvert les portes du zoo depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et là, d'un seul coup, c'est un grand réconfort. Parce que de voir des individus, non pas en prison, hein, c'est un peu ça, les barreaux et autres, il n'y en a plus. Donc on a subtilisé les barreaux, on les met maintenant dans des réserves, on les met dans des vastes territoires. Il y a ici en France des territoires qui couvrent plusieurs hectares. Et dedans, on peut observer les animaux. Et je pense que l'observation d'animaux en cagé, c'est pas une bonne observation. Et pourquoi on fait ces films-là, comme celui-là, à côté des animaux qui courent dans la forêt et tout ça? Pourquoi? C'est pour avoir une meilleure perception. Et comme dit Stéphane, l'animal empaillé ou taxidermisé et qu'on vous enseignait, voilà ce que c'est que l'animal. Non, pas du tout. L'animal n'existe qu'en fonction de son milieu et en fonction de la façon dont il se manifeste, dont il court, etc. Sinon, ce n'est pas une observation, c'est une observation morte. Alors, observons nos cousins de planète dans leur exubérance de vie, et peut-être que, comme on dit à la fin du film, là, peut-être qu'une coexistence sera possible dans la mesure où on apprécie, où on respecte voilà, la forme de vie et de mouvement des animaux. Oui, simplement, rapidement, les zoos ont compris cette nouvelle approche et ils participent notamment à des programmes de réintroduction. Je vous donnerai simplement deux exemples. Le fameux bison que vous voyez dans le film. Le bison a complètement disparu sauvage. Dans la nature, il n'y en avait plus du tout. Par contre, il en restait une quinzaine dispersés dans différents zoos. Et c'est à partir de cette quinzaine d'individus que tous les bisons ont pu être réintroduits dans le monde sauvage. Et actuellement, on a en bison d'Europe à peu près 5000 individus qui descendent de cette petite quinzaine d'individus qui étaient présents dans les zoos. Sur les 5000 individus, il y en a 2000 qui sont dans des enclos, dans des vastes réserves. On en a visité une dans les monts d'Azur qui fait 800 hectares. Et il y en a à peu près 3000 qui sont entièrement libres. Ceux en Allemagne, que j'évoquais tout à l'heure, et puis dans toute la chaîne des Carpates, et en Scandinavie aussi, dans certains secteurs. Donc, vous voyez, il y a ce rôle-là. Et très précisément, dans le cadre de notre film, on a un vétérinaire, Éric Bureau, qui travaille au zoo de Villars-les-Dombes. C'est un zoo où il y a essentiellement des oiseaux. Et on a un projet de réintroduction d'un ibis, c'est une sorte d'échassier, ibis chauve. Il est vraiment assez rigolo, quoi. Il est chauve, un ibis, c'est voilà, tout noir avec ibis chauve, voilà. Il est chauve. Il est chauve. Ouais. Pas comme toi. Voilà. Tu as des beaux cheveux. Et lui, il est, voilà. Mais c'est un animal qui a disparu probablement au Moyen-Âge. Et au zoo de Villars-les-Dombes, eh bien, il y a des ibis chauves qui vont être reproduits et qui vont être relâchés donc, dans la nature. Donc voilà, le zoo de Douai-la-Fontaine, il y a plusieurs zoos comme ça qui se sont spécialisés. Les retours des vautours, les gypaètes barbus, etc. Beaucoup d'individus sont nés en zoo. Mais bien entendu, ce n'est pas l'idéal, c'est un pis-aller. On espère bien entendu que tout cela va fonctionner tout seul. Sans nous, ce sera bien sûr l'objectif à atteindre. Bonsoir. Donc depuis tout à l'heure, vous nous expliquez bien le film étant un vaisseau pour approcher un petit peu les politiques, les gens ont plus de pouvoir, permet aussi un chemin pour les scientifiques d'observer les animaux à l'état sauvage, ou en tout cas en action vivant. Ma question porte plus sur comment vous touchez le public de non-professionnels, parce que effectivement, donc dans le film, vous prenez le parti de pas être vraiment explicatif, vous nous montrez la nature telle qu'elle est. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place autour des projections vraiment publiques, au-delà là, parce que de blogueurs ou de journalistes? Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont mises en place justement pour un peu plus avoir des actions concrètes avec le public, ou vous voulez vraiment rester dans cette démarche de laisser le public contempler tout simplement la nature et de se faire un avis
tout seul. J'ai un début de réponse, Gilbert, parce que vous avez aussi de la réponse. Une petite partie. Oui. Je réfléchis. La question, voilà. Oui. Alors, quelle est la portée du film? Donc, de penser que ce film va être public, pour ne pas dire commercial. On s'y fiche rien. Non, je n'étais pas du tout dans le commercial, c'était plus... Non, pas du tout, c'est que on comprend l'utilité du film pour appeler les politiques et pour les scientifiques, mais est-ce qu'il y a des plateformes mises en place autour pour que le public, donc voilà, par moment, ni scientifique ni politique, puisse, je sais pas, avoir accès dans une esprit à la technique justement d'imprégnation des animaux, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou c'est juste, on voit la nature telle qu'elle est et après de nous-mêmes on ira se documenter, ou est-ce que vous mettez en place une documentation plus accessible finalement? Si vous me permettez, Jacques, si vous me permettez de répondre, j'ai une partie de la réponse, donc je vais la donner, je vous laisserai la compléter. Les équipes de Galatée qui entourent Jacques et toute la production du film, et nous-mêmes chez Pathé à la distribution, nous avons travaillé avec une société par exemple formidable qui s'appelle Smallbang, qui a développé une plateforme web qui s'appelle lessaisonslefilm.com, qui est un site extrêmement complet qui détaille toutes les différentes étapes de transformation de l'espace naturel européen au travers des 20 000 ans étudiés dans le film, et qui a fait un énorme travail de curation sur Internet. Donc on a été rechercher pour le grand public toutes les sources d'informations justement très précises et très scientifiques sur toutes les modifications qui sont abordées, décrites, mais non pas expliquées de manière didactique dans le film. Et les équipes de Galatée ont aussi développé un produit gratuit formidable qui s'appelle Morphosis les saisons, qui est une application interactive disponible sur les 2 grandes plateformes de tablettes et de smartphones, qui est vraiment un outil extrêmement pédagogique, destiné à une écoute conjointe entre des parents par exemple et les enfants, et qui permettent de manière interactive de mettre en scène ces interactions entre l'homme et la nature, ces changements qui se sont opérés au fil du temps, et aussi comment ça a influé sur les espèces je dirais sauvages, et comment elles ont pu se réapproprier certains terrains. Donc je vous invite à découvrir ces plateformes-là. Je peux... Et c'est pas fini. Donc tu parlais, Thomas, du site internet et de l'application qui est gratuite. Il y a aussi un énorme travail pédagogique à destination des enseignants et des scolaires, primaires et secondaires, avec des dossiers pédagogiques sur toutes les thématiques abordées, donc que ce soit en histoire, en géographie, en SVT. Qui sont disponibles gratuitement sur le site. Voilà, qui sont accessibles par le site et qui ont été directement envoyés à tous les enseignants aussi. Donc, voilà. Et puis il y a aussi aux éditions Actes Sud un ensemble de 4 livres, avec un beau livre avec des très belles photos et toutes les explications à la fois sur le film, sur le making-of, voilà, plus 3 livres pour enfants, documentaires, plus des contes pour rêver sur l'univers de la forêt et un cahier d'activités. Mais c'est vrai qu'au cours de tous les films qu'on a fait, c'est quelque chose dont on a pris conscience très progressivement. Sur le peuple migrateur, il y avait eu 2 livres, un livre pour toute la famille et un livre pour enfants, et on ne s'était pas rendu compte que ce genre de film suscite énormément de questionnements et que ces questions, il faut qu'on essaie d'apporter des réponses. Alors le film n'est pas là pour apporter des réponses, mais il faut créer quelque chose autour du film qui l'accompagne, dans lequel on puisse trouver ces réponses. Et du coup, par exemple sur Océan, on est allé un peu plus loin, parce qu'il y a eu 6 livres et un très beau site internet. Et là, quand on a commencé les saisons, on a dès le départ pensé au site internet, on a eu l'idée de l'application, des livres, donc voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est pas au départ notre métier, mais voilà, on a à cœur, c'est vrai quand on rencontre le public, on voit bien que, et puis c'est fait pour ça, les gens se posent énormément de questions. Et voilà, on a aussi à cœur de leur répondre. Oui. Dans des livres différents. Je me souviens plus qui a écrit tous ces livres. C'est lui qui a écrit tout ça. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur la place de la fiction dans le film, parce que c'est quelque chose qui est assez inédit dans votre travail, et je voudrais savoir ce que ça apporte au film, dans la mesure où est-ce que ça comble un vide historique, est-ce que c'est une manière de replacer l'homme
au cœur de toute cette histoire des animaux, ou autre chose, je ne sais pas, mais quel est vraiment l'enjeu de cette fiction dans le film ici? La principale raison, c'est que pour filmer les animaux libres, déchaînés, en des courses effrénées, comme ça, on ne peut pas avec les animaux sauvages s'ils ne sont pas imprégnés. On ne peut pas être à 40 km/h en évitant un arbre, des racines, des monticules. On ne peut pas. Donc il faut préparer un tant soit peu le terrain sans apprendre aux animaux, parce qu'en aucune façon ce sont des animaux dressés, mais en leur montrant le parcours qu'ils pourraient emprunter. Et d'une certaine façon, en balisant légèrement ce parcours. Et là, on arrive à l'expression de l'animal libre, sans dire sauvage, parce qu'ils ne sont pas tout à fait, mais libres. Hein, on n'a rien appris au comportement, ce ne sont pas des toutous qui nous sautent dessus quand on arrive. Non, ils vivent leur tranquillité et leur vie à côté de nous, près de nous. Et donc c'est un échange déjà, on assiste avec nos expériences déjà à un premier rapprochement entre des êtres humains qui les respectent et des animaux qui n'ont pas peur de la présence humaine. Mais pour faire un raccourci, pour expliquer, pour donner une notion d'histoire, on est obligé, et avec satisfaction, avec bonheur, d'être à côté de ces animaux qui, au contraire, ne fuient pas quand on arrive, mais sont tout à fait heureux d'être près de notre présence. Oui, ce qui était inédit aussi, c'était que dans ce film, on voulait raconter ces 20 000 ans d'histoire. Alors au début, les modifications, on passe de l'âge de glace à l'âge d'or de la forêt, c'est des modifications entièrement naturelles, hein, pour des questions astronomiques. La Terre change un peu de position, on reçoit plus d'énergie du Soleil, donc bref, voilà, le climat change. Mais après, toutes les modifications de l'environnement, elles sont essentiellement suscitées par l'homme. Et si on veut raconter les dernières 10 000 ans, même si on est toujours avec les animaux sauvages, eh ben, il faut qu'on vive avec eux la forêt qui disparaît, qui s'ouvre, les champs qui arrivent, les rivières qui sont barrées. Et ça tombe pas du ciel. C'est bien l'homme qui est facteur qui est facteur de tout ça. Donc il faut qu'on le voit. Donc il y a des scènes forcément entre guillemets fictionnées où on voit l'homme, ou ne serait-ce qu'une silhouette ou une ombre ou une trace humaine qui montre que un jour un hérisson qui se balade dans la forêt, il se retrouve devant une voie romaine, c'est le premier accident de la route, où le loup qui a couru pendant des milliers d'années libre dans la forêt, un jour on lui tire dessus. Donc forcément l'homme a sa place. Dans le film, on a toujours voulu donner le premier rôle aux animaux, et contrairement aux films de fiction classique, c'est l'animal qui a le premier rôle et l'homme qui a qui est acteur de complément, qui est figurant. Donc on a cherché à inverser le point de vue et de raconter cette histoire qu'on apprend tous à l'école, 52, la conquête des Gaules par Jules César, 1515 Marignan, voilà. Raconter tout ça, mais du point de vue des animaux. Comment ils ont été témoins de tout ça, comment ils ont vécu tout ça. Merci beaucoup. Ça fait déjà une belle heure que nous devisons. Je vous propose peut-être de prendre une ou deux dernières questions et de laisser tout le monde repartir à la maison. Est-ce que quelqu'un a encore une question, ou est-ce qu'on en reste là, mesdames et messieurs? J'ai une dernière question, madame. Je vais faire bref pour la dernière question. Vous dites nos animaux, vous parlez du hérisson, vous disiez notre hérisson, vous disiez notre sanglier. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils sont maintenant. Enfin, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer dans les saisons 2. Non, ils sont pas chez Pathé parce que ça marcherait pas, ça. On n'a pas trop la place, on manque un peu de verdure. Ouais. Non, ils sont remplacés. Alors les Konik Polski, les chevaux sauvages sont dans un grand parc dans les Pyrénées, et les chevaux, les loups sont autour de Toulouse, et les oiseaux sont repartis parce qu'il y en a qui venaient de là-bas au grand parc de Villars-les-Dombes. Voilà. Mais ils sont vraiment dans les espaces que décrivaient Jacques et Gilbert tout à l'heure. Ils ne sont pas repartis dans les zoos, ils ne sont pas dans les cirques, voilà. Ils sont partis, mais la plupart des animaux que vous avez vus, quand même, dans ce film-là, sont des animaux sauvages. Donc en fait, c'était l'approche. On n'a pas imprégné 300 animaux, quoi. Donc on a fait très attention au départ de
d'où viennent les animaux, de la manière dont on a filmé avec eux et de là où ils sont placés derrière. Donc Galatée, depuis tout le temps, fait très attention à ça. Merci, voilà. Merci à vous. Bonsoir.